Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Michel Perrault. J'ai été militante avant de naître, dit Maudy Piot qui se définit comme une battante. Une femme qui refuse d'être victime, et se veut citoyenne avant tout, qui revendique l'universel et non la différence à laquelle son handicap, Mohoni, visuel aurait pu la condamner. Les textes qu'Alain Piot, son compagnon tant aimé, son soutien de toujours, a réuni, cheminent entre oral et écrit. Ils font entendre la voix singulière, vivante et vibrante, d'une personnalité exceptionnelle qui a marqué notre temps. Ils disent d'abord un itinéraire, marqué par le refus obstiné de la notion même de fatalité. Les débuts dans la vie n'avaient pourtant pas été faciles. Catalane, fille de médecin, Maudy est atteinte d'une rétinite pigmentaire qui se révèle à 6-7 ans et que toute la famille, père en tête, du haut de son autorité sanitaire, récuse. C'est impossible, cela n'existe pas dans notre famille. Maudy s'écoute, elle cherche à se rendre intéressante. Il suffit de nier l'évidence pour qu'elle n'existe pas. La petite fille intériorise ses propos volontaristes, se conforme au désir des siens, fait semblant de voir, simule et dissimule. Mais elle se heurte à l'incrédulité des adultes. Lorsqu'elle cherche à bien voir le tableau noir, en se mettant au premier rang en classe, la maîtresse la renvoie au fond de la salle sous prétexte qu'il ne faut pas céder aux caprices d'une enfant. Maudy a connu très tôt la honte qui s'attache à la dissemblance. Souffrant terriblement de ma différence, je me suis construite dans le combat quotidien, page 144. Heureusement, elle bénéficie de l'aide de sa grand-mère maternelle, très critique vis-à-vis de l'intolérance de son gendre et qui finalement l'élève et la soutient dans ses projets, faire des études, médecine par exemple. Ces difficultés visuelles qui s'aggravent la contraignent à choisir des voies moins longues, kiné, infirmière. Elle dévore les philosophes, les psychologues, Freud, Lacan surtout, qui l'aident à comprendre l'importance du langage, des représentations et qui d'une certaine manière décident de sa vocation. Autre fait majeur, à 30 ans, elle rencontre Alain Piot, peut-être le premier homme féministe en France, dit-elle, son amour, son indéfectible appui, son mari et le père de leurs 2 enfants adoptés. Alain, l'unique, qui partout l'accompagne, notamment dans les forums, où il se cache sous des abris de fortune pour lui souffler des interventions soigneusement préparées et qu'elle sait par cœur. Car sa rétinite progresse. Sa vue décline comme le soleil au couchant. Maudy a raconté ce chemin d'ombre dans un livre poignant, Mes yeux s'en sont allés, L'Harmattan 2004. Elle a décrit le moment crucial de la perte, cet entre-deux du voir et du non-voir, ce moment terrible et excitant où l'on ne sait plus ce que l'on va percevoir. Le sujet alors, dissimule, parce qu'il a peur d'être rejeté vers les non-voyants, fait comme si, se bute contre les autres qui s'en étonnent, se cogne partout. Il se construit un surmoi héroïque. Longtemps il nie l'inéluctable. Ainsi fit Maudy qui finit par accepter, mais pour mieux triompher, sans jamais se résigner au retrait, au rebours du ressentiment, soucieuse d'elle-même et des autres. Devenue psychanalyste, elle aide les malvoyants à comprendre leur situation, à mettre des mots sur leurs difficultés. Mais elle va plus loin par l'action collective. Le 25 novembre 2003, soutenue par Anne Hidalgo, elle organise à la mairie de Paris un forum pour les femmes handicapées, citoyennes avant tout. 1 millier de personnes se retrouvent en dépit de l'inconfort de lieux guère accessibles, sous la présidence de la grande résistante, Lucie Aubrac. Ce jour-là, date cruciale qu'elle rappellera sans cesse, est fondée l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA, d'abord destinée aux malvoyantes, puis étendue à toutes les formes de handicap que Maudy refuse de distinguer. C'est le fer de lance de son action. Durant près de 20 ans, l'association se structure, se fortifie, se ramifie, acquiert un local, organise tous les 2 ans des forums mémorables, publiés la plupart du temps sur les thèmes les plus variés. Travail, silence, solitude, maternité, sexualité, violence. Avec le double souci d'offrir une réflexion conceptuelle à l'aide d'intervenants qualifiés et de donner la parole aux femmes handicapées. Elle obtient l'ouverture d'un numéro d'appel pour les femmes handicapées, victimes de violences. Des moments intenses de chaleur, d'échange, d'amitié. Le magnifique Tchadou, son chien à ses pieds, Maudy Piot ouvre et conclut ses colloques. Elle est l'axe et l'âme de ces rencontres inoubliables, dont les présents textes font entendre l'écho. Cette action repose sur des convictions et une pensée forte qui lui donnent son sens. D'abord le refus de la situation victimaire. Assez de compassion et de misérabilisme.
Les femmes handicapées sont citoyennes avant tout, et elles ont des droits. Des droits à faire respecter, par exemple dans les transports et les taxis où les chiens d'aveugles sont encore si mal accueillis. Des droits à conquérir car la loi de 2005 est insuffisante. Certes, il faut dénoncer les stigmates, les moqueries, les non-dits, le mépris, plus que tout dissiper l'invisibilité des femmes handicapées. Les inciter à témoigner, à écrire leur histoire. Démonter les pièges du langage. C'est toujours à l'aide de mots que l'homme pense, et c'est dans la rencontre de ces mots avec son corps que quelque chose se dessine, dit Lacan. Maudy Piot y est spécialement attentive. Elle préfère l'usage de l'adjectif « personne handicapée » au substantif « les handicapés ES ». Le handicap n'est pas une identité, mais une particularité. Il faut refuser une différence qui serait une assignation excluante, au détriment de l'universel. Pas de séparatisme, mais l'affirmation d'une normalité assumée. Les femmes handicapées sont autrement capables, et peuvent apporter quelque chose à la société dont elles sont membres à part entière. Inlassablement, Maudy rappelle qu'il existe plusieurs manières de sentir, de percevoir, que le regard n'est pas la vue. Parmi les droits fondamentaux, le travail où les femmes handicapées accèdent difficilement, 22% contre 48% pour les hommes. La mobilité. La maternité à laquelle elles sont aptes, comme tout autre. La séduction, la sexualité, car elles désirent, sont désirables et ne renoncent à aucun des attributs de la féminité. Toutefois, Maudy refuse le recours aux assistants et aux services sexuels. Tout ce qui est payé et tarifé lui paraît relever de la prostitution. C'est actuellement la position de FDFA, position discutable et controversée. On trouvera dans ce livre les éléments d'un débat toujours ouvert. Dans les années 2010, la société mesure l'ampleur des violences faites aux femmes et horrifiée, dénombre les féminicides. Or les femmes handicapées subissent de plein fouet cette violence qu'attise leur vulnérabilité. Un rapport de l'Union européenne confirme ce que Maudy pressentait. Une femme handicapée sur 5 est victime de ces violences. Elle décide d'en faire une cause prioritaire. Les révélations, recueillies dans un film bouleversant, sont stupéfiantes et posent de façon très crue la question de la domination masculine, dont Françoise Héritier, anthropologue et professeur au Collège de France, analyse magistralement les fondements. Maudy Piot, assez peu touchée dans un premier temps par le féminisme, où elle voyait un risque de différentialisme et un détournement du social qu'elle privilégiait, trouve dans cette pensée des instruments de compréhension sur sa propre histoire et sur celle des femmes. Être femme et handicapée, c'est un double stigmate. Le 12 octobre 2012, Françoise Héritier lui remet la Légion d'honneur. Dans son allocution, reproduite ci-après, elle souligne comment Maudy Piot a rencontré cette domination en la personne du père. Désormais, Maudy incorpore la différence des sexes et le genre à une réflexion qui n'a cessé de s'approfondir. Maudy croyait à la persévérance de l'effort pour changer les choses. Elle savait la prégnance de l'oubli, que l'écriture et la mémoire peuvent vaincre. Elle voulait transmettre, son association, son expérience, sa volonté, la force de son amour. Elle conservait ses archives, d'où ses textes sont extraits. Grâce à Alain Piot qui les a réunis, nous voyons son visage, nous entendons sa voix qui nous incite à poursuivre. Michel Perrault. Un Maudy Piot, femme de conviction et de caractère, biographie express. Née en 1940 de parents catalans nord, atteinte d'une maladie génétique, la rétinite pigmentaire, Maudy Jacomet a perdu la vue progressivement depuis son enfance. Mariée à Alain Piot et mère de 2 enfants, Manoël et Johanna, elle a été successivement infirmière, kinésithérapeute, psychothérapeute et a exercé en tant que psychanalyste. Prenant à bras le corps son handicap, elle s'est engagée avec vigueur dans le milieu associatif. Son expérience tant professionnelle que personnelle la menant à constater que les femmes en situation de handicap font l'objet d'une double discrimination, celle d'être femme et d'être handicapée. Elle fonde en 2003 l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA. Elle est l'auteure de Mes yeux s'en sont allés, variations sur le thème des perdants la vue, aide de l'Harmattan, et elle a coordonné l'édition d'une vingtaine d'ouvrages au titre de son association. Maudy Piot est chevalier de la Légion d'honneur depuis 2012. Elle a été nommée comme experte au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en 2015, jusqu'à sa mort en décembre 2017.
Avant tout, nous sommes femmes et citoyennes. Le handicap est dû au hasard de la vie, ce n'est pas notre identité. Nous ne voulons pas de discours compatissants ou de campagne de dons un soir à la télévision. Quand la société nous regardera-t-elle comme des citoyennes? MP. 2. Présentation de Maudy-Pio par elle-même, avril 2008. Je suis une femme, riche de sa différence visuelle, qui a écrit un livre intitulé « Mes yeux s'en sont allés ». Je suis imprégnée des odeurs de lavande, de cystes, de thym et de romarin de mon cher pays catalan. Pour parcourir les sentiers de la vue qui s'éloigne, j'ai dû abandonner mes études de médecine. Après avoir été infirmière, me voilà kinésithérapeute et enfin psychanalyste. Militante dès avant ma naissance, je travaille au respect des droits humains par de nombreux engagements associatifs et autres. J'ai créé en 2003 l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Nous luttons ensemble contre la double discrimination que vivent encore trop souvent les femmes handicapées. Être femme et être handicapée. J'ai un mari exceptionnel et 2 enfants formidables, un chien guide Tchadou le magnifique qui me permet une grande autonomie. 3. L'obscur et le héros 2003. J'ai tenu à reprendre en tête de ces textes une conférence qui a une histoire pour Maudy-Pio et pour moi-même. C'est la première fois que Maudy devait prendre la parole en public, de manière très officielle, je crois à l'hôtel de ville dans l'immense salle des fêtes. C'était une expérience hautement stressante. Elle avait peaufiné le texte qui suit pendant de longs jours. Il fallait maintenant le dire, le lire. Il lui restait encore un peu de vision, sans pour autant donner l'impression d'un exercice scolaire. Nous avions monté tous les deux un dispositif adéquat qui s'améliorera lors de la prochaine occasion. Parler en public. Elle avait devant elle son ordinateur portable sur lequel s'affichait le texte de son exposé en grands caractères. Mais il ne fallait pas évidemment que l'ordinateur cache le visage de la conférencière et donc le mettre un peu sur le côté. D'où une difficulté supplémentaire. Pour rattraper en partie la machine à mémoire, je me tenais accroupie derrière elle, moi je devais me cacher, et je jouais le rôle du souffleur de théâtre qui doit à la fois se cacher et ne pas se faire entendre du public, mais du seul acteur. Ce couplage est périlleux et ne s'improvise pas, nous en avons fait l'expérience. Et d'expérience en expérience, très vite nous avons abandonné notre construction. Maudy prenait de plus en plus d'assurance, mon rôle de souffleur n'avait plus beaucoup d'utilité, et il s'est passé ceci. Maudy s'est exprimée avec toute son assurance, sa fougue. Elle ne lisait plus son texte, mais nous écrivions après coup, sur enregistrement ou grâce à la vélotypie destinée aux malentendants ce qu'elle avait dit. Il paraît que c'est ainsi que procédait Lacan, avec certainement une équipe pléthorique de scribes, ce qui a donné les volumes célèbres du séminaire. Maudy avait trouvé son style. Mais laissons-lui la parole, AP. Je voudrais dans un premier temps distinguer 3 étapes dans la marche vers l'ombre de la nuit. La première étape est celle où le sujet rétinopathe, connaissant son diagnostic, peut mener une vie quasi normale. Il est gêné, mais sans plus et son entourage peut ne pas s'en apercevoir. La deuxième étape est celle dont je parlerai. Elle se situe à la charnière de la vue perdue, des objets qui échappent, des formes et des couleurs qui se mélangent, des trottoirs qui s'évanouissent, des amis que l'on reconnaît à peine, des autres que l'on croise et qui sont inaccessibles à notre regard, du geste malhabile du quotidien. C'est cet entre-deux du voir et du non-voir, ce moment terrible et excitant où l'on ne sait plus ce que l'on va percevoir et quand. Tout se joue sur l'intensité de la lumière, de l'ombre, de l'endroit où est placé l'autre. Moment aussi où l'acuité visuelle est à son minimum, où le champ visuel comme l'ombre au soleil levant se rapetisse pour n'être plus qu'un point, point fulgurant, point désespérant, point angoissant, point nul ou point terrible, qui fait de nous un voyant l'instant d'un éclair, un aveugle l'instant suivant. La troisième étape est celle où le sujet est dans la cécité. Je parlerai peu de ces cas, car ils se situent sur un autre versant de mon propos. Lorsque la cécité est acquise, le taux d'angoisse diminue, les sujets sont obligés de faire le deuil de leur vision. Je vais donc parler de la deuxième étape, de cet instant charnière où nous basculons dans la vision minimum qui nous oblige à franchir le pas du normal au handicap. Des entretiens que j'ai menés, je dégage une dominante et une constante. Chacun des sujets interviewés a essayé de cacher le plus longtemps possible son incapacité à voir, dans son milieu familial et dans son milieu professionnel surtout.
Je cachais mon handicap. Comment dire, comment exprimer ce qui nous arrive? C'est dur d'expliquer aux gens. Évoquer la rétinite, les gens ne comprennent pas. J'avais peur de le leur dire, peur de perdre mon emploi. Le mot peur englobe beaucoup de choses, état général, déprime vis-à-vis d'un patron. Je n'étais pas la fille à avoir une grande gueule. J'étais digne vis-à-vis d'un supérieur. Mais c'était toujours le mot peur qui venait me détruire. C'était lourd à porter. Ce besoin de cacher, de ne pas voir développe un surmoi héroïque, c'est-à-dire une tendance à lutter, à combattre et faire comme si tout allait bien, comme si l'on voyait vraiment. Cacher rend héroïque, terrasser sa peur aussi. Je ne sais plus qui a dit. Le handicap n'est pas une maladie mais un défi à relever. Peut-être ce défi, cette impossibilité à dire crée en nous deux tendances. Cacher à tout prix et faire comme si. C'est dans ce faire comme si que je situerais cette force héroïque qui se met en place de façon brutale et pulsionnelle. C'est quelque chose aussi que l'on pourrait formuler ainsi. Je n'ai pas le droit de ne pas voir. Comment la personne atteinte d'une rétinite pigmentaire au stade ci-dessus défini est-elle perçue par son entourage, et que perçoit-elle elle plus même? Nous nous trouvons dans un jeu de double miroir. Celui qui voit ne voit pas, ne perçoit pas le perdant la vue comme telle. Le perdant la vue, lui, cache sa perte, la dissimule, la contourne, et nous nous trouvons dans un conflit de reconnaissance. Ce qui m'évoque le jeu des miroirs placés face à face, qui répercute les images à l'infini. Que de réflexions nous ont été livrées à ce sujet. Le rétinopathe conduit sa vie dans cet entre-deux, ombre et lumière, sans se décider à prendre un signe distinctif, canne blanche par exemple, qui le positionnerait comme malvoyant. Il invente au contraire 1000 astuces pour rester du côté du bienvoyant. Et l'on se trouve dans une problématique difficile à gérer. Il voit, pense le voyant, mais il fait du cinéma, c'est un simulateur, il veut que l'on s'occupe de lui, il nous trompe. Il est mal élevé, il ne dit pas bonjour, il se cogne, qu'il est maladroit, il est distrait, inattentif. Un employeur envoie une note de service à un rétinopathe de son entreprise. Vos collègues et vos supérieurs se plaignent de votre manque de politesse. Le rétinopathe en était au stade où l'on ne reconnaît plus les autres, et il ne pouvait pas saluer ceux qu'il croisait. Mais il s'était bien gardé de le dire. Lorsqu'il est allé s'expliquer, on lui a répondu: vous y voyez, c'est un alibi à votre fierté. Un autre rétinopathe trouve des astuces pour lire les consignes notées sur les paquets qu'il doit expédier. Je cache que je n'y vois pas par crainte que l'on me rejette. Si je dis que j'y vois mal, les autres rient. Tu te moques de nous, l'autre jour tu as ramassé plus vite que nous un trombone tombé à terre. Peut-être que le sujet lui-même se questionne et se demande où il est, où il en est de sa représentation des choses. Et de ce malentendu, on pourrait dire de ce mal vu, naît le trouble et le désir de faire comme celui qui voit. Le rétinopathe cache qu'il ne voit pas. Le voyant pense que le rétinopathe cache qu'il voit. Le trompeur serait-il trompé? Cela engendre une terrible souffrance, de l'angoisse. Souffrance de ne pas être compris, d'être vécu comme un trompeur. Ce que vit le rétinopathe, c'est que lui-même, au stade où il en est, ne sait pas ce qu'il voit à chaque moment. À chaque instant lui aussi découvre émerveillé une parcelle de vue, ou malheureux constate l'obscur de son regard. Cette vue fluctuante, changeante seconde après seconde, entraîne de l'impatience, de l'irritabilité, de l'agressivité, une volonté de lutte, un désir de rapidité, de franchir l'obstacle, de prendre des risques pour rester le plus longtemps possible du côté des voyants. Le rétinopathe veut dépasser son seuil de vision du moment. Il se représente immédiatement ce qu'il croit pouvoir voir. Il aperçoit une parcelle de la réalité, il se l'approprie, la transforme, ce qui crée une représentation, la sienne, proche ou éloignée de la réalité. Chacun reconstruit le présent immédiat en fonction de son histoire. Tous sont vus, durant une période plus ou moins longue, et le souvenir reste enraciné dans la mémoire. Le deuil de la perte de vue est presque impossible à ce stade, puisqu'on voit encore sans voir vraiment. On ne va pas faire le deuil de ce qu'on croit posséder encore. Cette vue qui s'en va, goutte à goutte, instant après instant, est le bien le plus précieux. On n'y renonce pas, au contraire, on l'amplifie, on l'embellit, on le métamorphose. Si bien que nous ne prenons pas les décisions qui seraient indispensables à notre sécurité. Les rétinopathes que j'ai rencontrés étaient tous des fonceurs, des intrépides. Au fil des jours, les rétinopathes développent un surmoi étonnant. Ils ne se concèdent rien.
Ils développent une force héroïque. Cachons notre handicap, résistons, assumons, luttons. Le sujet se construit un système de défense afin de se protéger du découragement, de la dépression, en employant des formules telles que « je veux y arriver »,« je tiendrai »,« je ne lâcherai pas ». Formules quasi magiques qui sont comme la charpente intérieure qui permet de tenir. J'ai les jambes pleines de bleu mais qu'importe, j'avance. Chaque acte réussi est source de force, une victoire remportée. Ces comportements sont encore plus affirmés dans le milieu professionnel où le souci majeur du rétinopathe est de ne pas se faire remarquer, de ne pas avoir à demander de l'aide, à travailler autant ou plus. Et surtout que l'employeur nous oublie. Le rétinopathe est prêt, tant qu'il le pourra, à renoncer à l'aménagement d'un poste de travail, plutôt que de se rappeler au bon souvenir de son employeur. À cela plusieurs causes. Crainte du licenciement, la conjoncture actuelle s'y prêtant, mais aussi crainte d'être différent, de se faire remarquer. Cacher sa malvision permet d'être considéré comme tout le monde. Quand j'ai cherché du travail, je ne disais pas que je voyais mal. J'ai été embauché, et après le mois d'essai, on ne m'a pas gardé, je n'allais pas assez vite. Je n'arrivais pas à dire que je voyais mal. Après 2 tentatives négatives, j'ai compris, et j'ai cherché un emploi protégé. J'ai trouvé, cela fait 13 ans que je suis dans cet emploi. Ça m'a soulagé d'être reconnu comme malvoyant. On peut se demander alors, pourquoi tant de cachets ? Il ressort des entretiens que ce que craint le plus le rétinopathe, c'est le jugement de l'autre, le fait d'être mal considéré et surtout d'être considéré comme moins efficace qu'un voyant, moins rentable. J'ai eu l'occasion d'interviewer des employeurs. Ce qui s'en dégage la plupart du temps, c'est que l'employeur considère que le rétinopathe est un travailleur très efficace et sérieux, plus souvent peut-être que les autres. Un rétinopathe me dira même que son chef lui fait plus confiance qu'à ses collègues, car avec lui le travail est parfait. Ce même rétinopathe m'avait expliqué qu'il vérifiait plusieurs fois son travail, pour être sûr de ne pas se tromper. Ne rien faire à la va-vite. Il a pu cacher son handicap pendant des années. Pour les voyants, cette lutte reste secrète. Personne ne peut s'imaginer l'effort, l'énergie, l'imagination qu'il faut déployer pour vivre dans cet entre-deux, ne pas voir et être vécu comme voyant. Quand je te regarde, je ne peux imaginer que tu n'y vois pas. Tes yeux sont clairs, ton regard vif, tu me regardes en face. Quand je te vois chez toi, je me dis, elle voit parfaitement. Je suis obligée de faire un effort pour penser que tu vois mal. On oublie complètement. Ce qui m'a frappé, c'est dehors. Tu es vraiment un papillon de nuit, aveuglé par la lumière. Je ne te reconnais plus, tu te butes, et pourtant tu marches vite. Je n'y comprends rien. Ces mots résument l'ambiguïté, le paradoxe de notre histoire visuelle. Et puis il y a les moments de la bascule, où malgré tous nos efforts le brouillard s'épaissit, et il faut donner à voir notre malvision. Moment difficile, celui où la canne blanche va devenir le symbole visible de notre invisible, instrument d'horreur et pourtant de sécurité. Paradoxe là encore. Prendre la canne correspond pour certains à une régression, à une diminution, à une sensation de moins lutter, de laisser plus aller. Et surtout, reconnaître que l'on a basculé dans le monde de la cécité, tu vas faire la manche. Et pourtant la prise de la canne est aussi vécue comme une libération. Avec ma canne, toutes les portes s'ouvrent. En conclusion, j'aimerais encore livrer 2 citations. Le plus dur, c'est de ne pas être compris par les autres. C'est vrai, on voit un peu, encore un peu, on est entre 2 eaux. Les autres ne peuvent pas comprendre, ils ne le vivent pas. Le plus dur à accepter, c'est que les autres ne comprennent pas. Les autres s'imaginent que parce que l'on ne voit pas, on ne sent pas le regard des autres. On sent très bien. Le corps est en éveil, en reconnaissance du sentir de l'autre. Ce corps qui lutte, qui combat, animé de forces héroïques pour faire face à chaque instant à l'imprévu de l'obstacle, de la douleur. Ce corps que parfois l'on malmène est le porteur de notre blessure, de notre faille, mais aussi de notre héroïsme. L'aimons-nous assez ce corps héros, ce corps stigmate ? Autobiographie. 4. J'ai été militante avant de naître, avril 2015. Que signifie pour une personne handicapée de s'estimer, d'être estimée ? Le handicap est cette blessure corporelle ou psychique qui affiche la différence qui trop souvent nous stigmatise comme porteurs d'un manque irrémédiable.
Ce manque est trop souvent vécu par nous-mêmes et les autres sous la forme d'une infériorité, d'une monstruosité. Notre propre regard sur nous-mêmes a tendance à nous dévaloriser, notre gaucherie nous humilie, notre manque de performance nous enferme dans le silence. La dure réalité du quotidien nous montre chaque jour que la personne handicapée est indésirable, dérange. Ne jouons pas à l'ange. Bien sûr, de grands progrès se dessinent dans l'acceptation des personnes singulières. Mais j'ai été militante avant de naître. En effet, perdant la vue depuis mon enfance, j'ai toujours lutté. D'abord contre mon handicap, que je ne voulais pas accepter, puis pour travailler, pour être mère, et enfin, au nom de mes sœurs, les femmes handicapées. Même si on perd la vue, on ne perd jamais le regard, car le regard nous fait entrer en contact avec l'autre. Accompagné partout par mon chien guide, le Golden Retriever Tchadou, dit le magnifique, et il le mérite amplement. Je travaille, j'aime, je milite, je vis ma vie de femme, comme mes sœurs, handicapées ou non. Atteinte d'une rétinite pigmentaire, j'ai perdu la vue progressivement depuis mon enfance. À 8 ans, on m'a diagnostiqué une forte myopie assortie de troubles de l'attention. J'ai appris à 17 ans que je serais aveugle à 30 ans. Mon père, médecin, n'a jamais accepté ce handicap. J'ai dû faire semblant de voir pendant des années, aussi parce que je refusais de ne plus voir. Ainsi ma jeunesse s'est-elle déroulée en cherchant à nier ce handicap, me cognant partout, prenant des risques insensés, essayant tout ce qui semblait impossible, comme faire du vélo ou des études de médecine puis d'infirmière. Mais comment piquer des bras invisibles, poser un diagnostic sur un patient qu'on ne voit pas? J'ai fini par abandonner, mais j'ai continué à vouloir soigner, avec la kinésithérapie d'abord, puis la psychothérapie dans laquelle je trouve enfin ma voie. À 30 ans avec un DEA, diplôme d'études approfondies, de psychanalyse en poche, j'entreprends une analyse et je rencontre Alain, mon futur époux. Je tente enfin d'accepter le handicap. C'est alors que j'intègre le milieu associatif de la cécité, monde dominé par la gent masculine. Lorsque j'ai rencontré un jour Alain Piot dans un colloque, nous nous sommes tout de suite reconnus et aimés. Je l'appelle l'unique, et lui aussi le mérite amplement, me soutenant sans faille dans la vie quotidienne et dans toutes mes luttes. Aujourd'hui, nous sommes mariés et parents de 2 enfants adoptés. Mais pour obtenir la garde de Johanna et Manuel, j'ai dû encore dissimuler mon handicap. Ils sont aujourd'hui de jeunes adultes, et nous sommes très proches. J'ai toujours travaillé. J'ai été successivement infirmière, kinésithérapeute, psychothérapeute et analyste. Je me batte pour que la société fasse droit à la différence. En 2003, j'ai fondé l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui regroupe des personnes atteintes d'un handicap, quel qu'il soit, afin de lutter contre cette double discrimination, être femme et être handicapée. Nous sommes des citoyennes avant tout, le handicap étant dû au hasard de la vie. En luttant contre les discriminations à l'encontre des femmes handicapées, nous voulons renverser les représentations et montrer qu'on peut être singulière et avoir sa place dans la société. L'association défend cette vision moderne et solidaire. Lorsque j'ai rencontré des femmes en situation de handicap, j'ai été effondrée de voir à quel point certaines sont déprimées et isolées. Personne ne parlait d'elles, de ces femmes qui subissent pourtant une double discrimination, celle d'être handicapée et d'être femme. J'ai alors décidé d'organiser des colloques afin de sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique. Notre premier forum en 2003, intitulé Femmes handicapées citoyennes, est un succès et donne naissance à l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Notre message est de crier haut et fort que nous sommes des femmes et des citoyennes avant d'être handicapées. Nous voulons que la société change, que nous puissions vivre notre vie pleinement, comme les personnes valides. Nous menons des actions pour changer les mentalités et encourager la solidarité. Si le handicap est aujourd'hui davantage reconnu, la discrimination perdure et touche les femmes de plein fouet. Dans le domaine de la santé, l'accessibilité aux soins basiques est souvent limitée pour les femmes handicapées. Comment pouvons-nous faire un examen gynécologique? Sans parler de la maternité, car les structures sont complètement inadaptées? De même, dans le travail où les représentations sont tenaces, si vous êtes une femme handicapée, la discrimination est accrue. Déjà en temps normal, une femme est souvent considérée comme plus fragile, plus faible dans le travail et ses représentations sont accentuées si elle est atteinte d'un handicap.
On la respectera moins qu'un homme dans la même situation. Pour promouvoir l'insertion des femmes handicapées dans la société et quel que soit leur handicap, nous organisons des colloques dans toute la France sur la maternité, la communication ou encore la création. Chaque mois, les membres de l'association se retrouvent aussi pour échanger autour d'ateliers organisés par des bénévoles. Création loisirs, esthétique et maquillage, groupe de parole, pour n'en citer que quelques-uns. Souvent les femmes sont déprimées. Grâce à ces rencontres, elles nouent des liens et c'est une véritable solidarité qui se met en marche. La société est loin de saisir ce que vit une personne en situation de handicap au quotidien. Prenons par exemple l'expérience des déjeuners dans le noir pour des voyants. Le but de ces moments est de permettre à une personne valide de faire l'expérience de ce que vit une personne non-voyante. Dans ces situations, on a une autre perception de l'espace. Le stress entraîne parfois une moins bonne perception des bruits environnants. Le corps est dérouté mais aussi, et c'est l'objectif, il s'autorise à essayer. Cette approche directe par le corps est très intéressante, tout comme la sensation de s'asseoir dans un fauteuil roulant. Mais en matière de perception fine de ce qu'est vivre avec un handicap, on reste loin du compte. La mise en situation est courte, on se dit « Je suis ballot, heureusement que ça ne dure qu'une heure ». De plus, elle est factice. Par exemple, on ne voit pas mais l'on n'est pas vu non plus. Dans le vrai monde, où je ne vois pas mais où les autres me voient, se pose en plus le problème de manger proprement sans me salir. Le handicap provoque toujours de la souffrance. Soit la personne handicapée reste centrée sur sa différence et ses difficultés, ce qui peut entraîner un état dépressif, soit elle se sert de sa différence pour accomplir autrement les actes de la vie quotidienne. L'essentiel est de respecter la singularité de chacun. Nos ateliers sont une tentative pour rapprocher ponctuellement les vécus. Mais dans la relation au quotidien, comment cela se passe-t-il ? Qu'impose-t-on à l'autre lorsqu'on est handicapé ? À quoi l'oblige-t-on ? C'est une question qui me préoccupe, et que je rencontre fréquemment auprès de mes patients dans mon métier de psychanalyste. Lorsqu'on est handicapé, on oblige l'autre à nous prendre en charge ou au moins à nous prendre en compte. Si l'on voit une personne handicapée qui va droit sur un obstacle, deux réactions sont possibles. Soit se précipiter pour lui éviter l'accident, soit l'ignorer et être dans le déni de la différence. Nous ne voulons pas de discours compatissants ou de campagne de dons, un soir à la télévision. L'intégration des personnes handicapées est encore loin d'être une réalité. Il faut rappeler que seulement 22% des femmes handicapées travaillent contre 48% chez leurs homologues masculins. On a toujours l'impression que l'employeur nous fait un cadeau en nous embauchant. Pour qu'une femme handicapée soit embauchée, c'est le parcours du combattant comme cela peut être le cas chez les femmes valides. Pour ma part, j'ai travaillé tout au long de ma vie et je me suis très bien occupée de mes 2 enfants. Ils n'ont pas été plus malheureux que d'autres. C'est une question de préjugés. La relation entre personnes handicapées et personnes valides est un échange d'obligations mais aussi de reconnaissance, qui va dans les 2 sens. Chacun de nous a besoin de voir sa singularité respectée. Nous avons nous aussi le devoir de reconnaître les bien portants, dans leur singularité, leurs préoccupations, différentes des nôtres. Je voudrais prendre l'exemple de l'assistance sexuelle. Parler de la vie sexuelle et affective des personnes handicapées, lever un tabou, c'est un programme dont nous ne pouvons que nous féliciter. Mais où sont les personnes handicapées elles-mêmes, et notamment les femmes handicapées et leurs représentantes ? N'ont-elles rien à dire dès lors qu'il s'agit de sexualité, d'affectivité, elles qui subissent dans l'indifférence générale un lourd tribut en matière de violence et notamment de violence sexuelle ? Notre association est totalement contre l'assistanat sexuel qui consiste à offrir aux personnes handicapées, des hommes à 99%, des relations sexuelles tarifées. Je suis contre la prostitution sous toutes ses formes, même au bénéfice des personnes handicapées. Ce serait discriminatoire de le justifier pour telle ou telle minorité d'usagers. Alors dans ce cas, pourquoi pas pour les personnes âgées, ou les prisonniers ? La sexualité n'est ni un métier, ni une marchandise, ni un service paramédical, ni un droit. S'il existe un droit à la sexualité, il ne peut qu'être universel et ne saurait être réservé aux seules personnes handicapées. Il est temps de trouver des réponses aux désirs d'affectivité, d'intimité, de sexualité des personnes handicapées.
Mais nous refusons la facilité qui conduirait à prétendre les trouver dans le domaine marchand. Nous appelons donc à l'ouverture d'un véritable dialogue. Autre sujet sur lequel je souhaite exprimer ma colère, et il concerne cette fois-ci les taxis. Je lis dans les textes applicables aux taxis parisiens, le conducteur de taxi a le droit de refuser les voyageurs accompagnés d'animaux, sauf lorsqu'il s'agit d'aveugles avec leur chien guide. Je fais l'expérience quasi quotidiennement du contraire. Un soir par exemple, arrivant à minuit à la gare de Lyon, j'ai essuyé 5 refus avant de pouvoir monter dans un taxi avec mon chien, sous une pluie battante. Les motifs de refus sont toujours les mêmes. En tête, je suis malade, je suis allergique, votre chien va salir ma voiture et laisser du poil partout, mon véhicule est trop petit, etc. On peut certes relever les coordonnées du taxi et faire un signalement à la préfecture de police, mais avouons que pour un aveugle c'est une performance. Et j'ai fait l'expérience que cela ne menait pas à grand-chose, déni du chauffeur, mensonge et j'en passe. Ce que je veux, ce que nous voulons, c'est la stricte application de la réglementation. Nos chiens ne peuvent être refusés dans un taxi à Paris comme dans toute la France. Il n'y a pas à négocier, à parlementer, c'est un droit, point. Quant au milieu associatif de la cécité, un monde difficile, il est régenté par des hommes peu progressistes et plutôt âgés. Parmi eux, les perdants la vue ont du mal à se faire entendre. Et lorsque l'on est une femme, la difficulté est plus grande encore. Je pense que plus il y aura d'initiatives pour mes sœurs en malvoyance, mieux ce sera, et je m'efforce de niveler par le haut, de donner à réfléchir, de stimuler la pensée. Même si pour cela je dois un peu pousser quelques hommes pour faire de la place à la cause des femmes déficientes visuelles. Je voudrais conclure mon propos sur l'amour. Je ne sais pas si c'est plus difficile pour un homme ou pour une femme en situation de handicap pour trouver l'amour. La femme a cette aura de dévouement, d'être maternelle, généreuse. Les femmes valides vont plus facilement vers les hommes handicapés. C'est un peu plus difficile dans le sens inverse, car les femmes handicapées ont plus de mal à aller vers les hommes valides. Cela dépend de chacune d'entre nous. Le handicap n'est pas obligatoirement un obstacle. C'est une différence et chacune, selon son histoire propre, l'intégrera ou pas. On veut trop nous mettre dans des stéréotypes. Après tout, de nombreuses femmes célibataires valides n'ont jamais trouvé l'amour. L'essentiel, c'est de vivre sa féminité dans une société qui nous accepte telle que l'on est. Je pense qu'une femme handicapée peut tout à fait être mère. Lorsqu'on est une femme en situation de handicap, on est bien plus capable de réaliser les actes de la vie quotidienne. Même la rencontre avec l'autre va nous permettre d'inventer un nouveau désir jusqu'à enfanter. Il faut s'entourer de gens compétents, mais c'est tout à fait possible d'être maman. Je suis pour qu'un médecin permette à un couple handicapé d'avoir des relations sexuelles pour procréer. Il faut accompagner le couple dans l'optique de fonder une famille. Mais suivant le handicap, le regard social est parfois très lourd à porter. Lorsqu'une femme handicapée annonce qu'elle est enceinte, sa famille lui demande si elle est capable de s'occuper de son bébé. Parce que l'on est en situation de handicap, on n'est pas capable de s'en occuper. L'assistante sociale m'a dit que je pouvais crever les yeux de mon fils en lui donnant son biberon, parce que je suis aveugle. Je sais tout de même où est la bouche de mon fils. Lorsqu'un homme handicapé dit qu'il attend un heureux événement, on le félicite. Il faudrait que la femme soit parfaite pour qu'elle soit digne d'être mère. Pour finir, je déteste les mots inclusion et intégration. Je n'ai pas envie que l'on m'inclue ni que l'on m'intègre quelque part. Je suis citoyenne d'un pays, et par ma citoyenneté de femme handicapée je fais partie d'une société. Je veux que les autres me regardent comme une citoyenne à part entière. On ne va pas m'inclure, mais on va simplement me permettre de vivre une vie digne et respectable au milieu des autres. Je préfère avoir une accessibilité adaptée, un accueil sympathique plutôt qu'on me parle d'inclusion. 5. Je suis une battante, article pour la revue Elle 2010. Être handicapé n'est pas chose facile dans notre société, où la norme prime sur la singularité. Mais lorsqu'en outre on est une femme. Je suis née avec une maladie génétique qui entraîne la perte visuelle jour après jour. J'ai vécu toute ma jeunesse dans cette contradiction de ne pas être comme tout le monde, et en même temps de vouloir tout faire comme les autres. Je suis une battante,
J'ai fait des études supérieures malgré le manque d'accessibilité au lycée ou à la fac. Je voulais être médecin. J'ai dû arrêter mes études du fait de ma mauvaise vision. J'ai passé mon diplôme d'infirmière. J'ai dû interrompre mon travail pour la même raison. J'ai été kinésithérapeute, métier idéal pour une aveugle dit-on. J'ai rencontré la maladie mentale en soignant des patients, et je me suis lancé dans des diplômes universitaires pour devenir psychothérapeute et psychanalyste. Tout cela n'a pas été facile, car le regard sur la femme handicapée est le plus souvent négatif. De plus, je ne correspondais pas à l'image classique, imaginaire, de l'aveugle. Je me suis mariée et j'ai eu 2 enfants. Quelle horreur! Comment une femme handicapée ose-t-elle avoir des enfants? Elle va donner un handicapé de plus à la société. Ajoutons que la femme handicapée se heurte au manque d'accessibilité des cliniques, des cabinets de gynécologie lorsqu'elle est en fauteuil, de petite taille, aveugle, etc. Je veux être une citoyenne à part entière. Je veux lutter contre la double discrimination que vivent les femmes handicapées, être femme et être handicapée. J'ai créé l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir en 2003 pour dire que nous voulons être regardées non pas comme des objets de compassion mais comme des personnes qui avons droit à la parole, à la liberté, à l'autonomie, qui avons le droit d'être mère, qui avons droit à la sexualité, droit d'être célibataire ou épouse. L'association accueille des femmes et des hommes porteurs de toute singularité pour lutter contre toutes ces formes de discrimination. C'est une source de richesse formidable. Pour réaliser nos projets, pour changer le regard sur nos différences, nous avons besoin de sponsors, de soutien financier. Mais que c'est difficile. Être une association de femmes et de femmes handicapées, la double discrimination nous poursuit. Le combat pour l'égalité des chances pour toutes et tous continue. 6. Le mot engagement a-t-il un sens? Février 2015. Parler d'engagement est aujourd'hui chose fréquente. Mais que recouvre ce mot? Quel sens a-t-il? L'injustice a toujours été pour moi impossible à supporter. Si je fais un retour en arrière, il me semble que ce mot faisait partie du langage de mon enfance, de mon adolescence. Il évoquait pour moi un acte individuel au sein d'un collectif. C'était tout d'abord un choix personnel, la réalisation d'un désir, la volonté de participer à des activités qui avaient de la valeur. Je suis catalane du sud de la France, région frontalière où nous avons connu l'afflux des résistants espagnols, leur internement, les résistants français en zone dite libre. Les échanges allaient bon train et mes oreilles d'enfant entendaient des récits extraordinaires de lutte clandestine, de défense des droits, de paroles données, d'engagement, de silence. L'injustice a toujours été pour moi impossible à supporter, à admettre tout simplement. La rébellion était une arme extraordinaire devant l'injustice. Enfant déjà, je ne supportais pas l'injustice en classe. La petite école communale de mon village où se retrouvaient tous les enfants des environs, regroupait des enfants de la terre viticole, des enfants d'ouvriers agricoles, des gros grangers, des régisseurs et quelques enfants de parents exerçant des professions libérales. La maîtresse traitait différemment les uns ou les autres en fonction de leurs conditions sociales. Petite anecdote, je suis atteinte d'une maladie génétique, enfant je voyais mal. Je demande à la maîtresse si je peux me mettre au premier rang. Réponse, non, puisque tu l'as demandé, tu seras au dernier rang toute l'année. Que peut ressentir une petite fille de 6 ou 7 ans devant une telle réponse? Une épouvantable injustice, une colère terrible qu'elle ne peut exprimer, de l'incompréhension et le désir de ne pas se soumettre à cette injustice. Que se passe-t-il dans la tête d'une enfant qui souffrait déjà de sa différence, qui grandissait dans un milieu où le handicap était considéré comme une tare? Au collège, au lycée, je militais dans les mouvements chrétiens comme la JEC, toujours pour combattre les injustices, défendre les libertés. C'était une nécessité vitale. La confrontation à la guerre d'Algérie, un peu à celle du Vietnam, les nouvelles entendues à la radio ont déclenché en moi la nécessité absolue de m'engager encore plus, de soutenir par exemple les grévistes de la faim algériens. Je traversais une période où la fougue de la jeunesse, la soif d'aventure, d'inconnu, faisait que tout me paraissait possible, que s'engager était une évidence. Ma vue s'en allait doucement, mais je ne voulais rien en savoir, j'étais dans le déni, l'héroïsme.
Je découvrais en même temps que la femme était quantité négligeable. Toutes les instances dans lesquelles j'étais engagée, syndicats, mouvements de jeunesse, etc., avaient comme chef des hommes. Mais où étaient les femmes? Elles étaient là, peu nombreuses, militantes mais dirigées par la gent masculine. Vivre mai 68 m'a permis une ouverture fantastique, efficace, et m'a donné le désir de défendre avec encore plus de véhémence la liberté. Avoir eu la chance de vivre mai 68, en tant que toute jeune adulte, ne pouvait que me donner encore plus de désir, de ténacité, de force pour combattre les injustices. J'ai été bercée par l'image du Che. J'avais dans ma petite chambre du 7e étage sous les toits, une grande photo de Che Guevara. On passait à cette époque des heures à discuter, à partager, à refaire le monde. Même si cela peut paraître futile aux yeux de certains, pour moi, pour nous puisions dans ces discussions interminables, dans nos lectures, dans nos flâneries, une force nouvelle qui allait bien au-delà de nos convictions. En 1973, la mort d'Allende raviva cette fougue. On s'engageait pour soutenir les Chiliens qui arrivaient en France pour fuir la junte de Pinochet. Alors oui, mon engagement n'a jamais été aussi fort. Mais de quel engagement suis-je en train de parler? Il y a d'une part tous ces engagements successifs dont je ne pouvais me passer, qui nourrissaient ma vie, mon intelligence et surtout qui m'ont permis de partager des aventures extraordinaires. Ces engagements entraînaient parfois beaucoup de souffrance, d'incompréhension, de mise à l'écart. J'ai vécu une aventure qu'aujourd'hui je trouve drôle, mais qui à l'époque n'a pas été facile à vivre. J'étais syndiquée, et je participais aux réunions en tant que déléguée du personnel. Je fus exclue de la section syndicale pour insoumission, aux règles du parti. Je n'ai jamais pu me soumettre au grand chef, qui bien sûr était un homme et qui avait raison. Je crois que l'engagement est cette étincelle qui un jour, au détour d'une rencontre imprévue, vous est donnée. Les valeurs que l'on défend sont celles que l'on a intégrées dans son cœur et dans son corps. Elles sont plus essentielles que les règles, les lois. Tout au long de ce chemin de vie, ma vue s'en allait. J'ai dû reprendre des études pour garder toute mon autonomie de femme, de citoyenne. J'étais infirmière, mais la vue qui s'en va courir d'autres chemins m'a obligée à faire un cursus de kinésithérapeute. 3 ans d'études, sans aménagement aucun. Mon diplôme en poche, j'ai travaillé en milieu hospitalier et dans le privé. Que de rencontres fantastiques, riches, étonnantes ont jalonné ces années. J'ai eu la chance extraordinaire de vivre dans mon milieu de travail avec de vraies femmes, les féministes de l'époque. Je me suis trouvée dans l'équipe qui a pratiqué des avortements clandestins. J'ai vécu le procès de Bobigny. Quelle chance j'ai eu de croiser la route de ces femmes, de les découvrir dans leur vérité, dans leur engagement, de crier avec elles « Mon corps m'appartient ». Mon engagement aujourd'hui, mon infatigable besoin de crier haut et fort que les femmes handicapées sont des citoyennes à part entière, viennent de toutes ces années de lutte, du courage des autres et de mon désir irrésistible de la vie. Pourquoi suis-je une passionnée de justice, de non-violence? Parce que les aînés et les aînés m'ont donné leur fougue, leur puissance de vie, parce que d'autres ont donné leur vie pour la liberté. Aujourd'hui, je me batte contre les violences que vivent les femmes handicapées. 80% d'entre elles sont sous le joug des violences physiques, psychologiques, de la maltraitance au travail, du viol. Mais qui y croit réellement? Qui accepte de voir ces violences? Je dérange avec mes questions, avec mes interventions auprès des instances politiques, des associations, des autres. Le handicap ne renvoie pas une image ludique, joyeuse. Il renvoie à la singularité, à la différence. Il engendre de l'angoisse, de la frustration. Le handicap dérange, il faut le savoir et ne pas se leurrer. Ces handicapés, ils nous emmerdent avec leurs problèmes d'accessibilité. Bien sûr qu'il y a eu des progrès, mais quand vous voulez organiser un colloque et que vous cherchez une salle accessible, ça dérange. Il faut se rendre à l'évidence. Il y a très peu de salles accessibles aux différents handicaps. Le handicap dérange car il n'est pas prévu. La personne handicapée est hors norme, il faut donc prendre des mesures particulières. Mon engagement est de ne jamais laisser passer un manque d'accessibilité ou une violence. Il est de dénoncer le refus des personnes handicapées dans certains lieux. Mon engagement est de dénoncer le manque d'accessibilité des hôpitaux, des centres médicaux,
De dire que les femmes handicapées n'ont pas les soins gynécologiques adaptés à leur singularité comme par exemple une table gynécologique accessible. Mon engagement est d'exiger la parité dans l'embauche des personnes handicapées. 3% de femmes pour 3% d'hommes dans le quota légal. Aujourd'hui c'est plus de 5% d'hommes et donc à peine 1% de femmes. Ces pourcentages doivent être vus en fonction des professions et des postes occupés. Mon engagement est aujourd'hui le temps donné, partagé, pour l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir dont je suis la présidente et la fondatrice. Les femmes handicapées en première ligne. Je n'ai jamais pu supporter que l'on me traite différemment des autres dits valides. Je ne comprenais pas plus la compassion que le rejet dû à mon handicap. Je refusais les limites que l'on voulait m'imposer en tant que fille, et qu'handicapée. Ma vue s'en allait comme le soleil qui se couche à l'horizon. Personne ne pouvait savoir ou voir que je rentrais dans l'ombre de la nuit. Cela ne se voit pas que l'on est perdant la vue. Ma famille le niait et moi aussi. Mais même quand on veut croire que l'on est comme tout le monde, c'est faux. La rude vie du quotidien vous le fait savoir. Tout en poursuivant ma route, je suis allée à la rencontre des grandes associations de personnes aveugles. J'ai été horrifiée par les propos entendus et surtout par la détresse des jeunes femmes aveugles, leur manque de féminité, leur abandon, leur manque de soins. Cela remonte pour moi à des années lointaines, dans une autre vie peut-être. 2 choses essentielles me sont apparues. La première, ne pas se laisser dominer par ceux qui avaient le pouvoir, et ensuite m'engager pour défendre les droits des femmes handicapées. À l'époque, les filles aveugles ne suivaient pas obligatoirement une scolarité, les garçons bien sûr que oui. J'ai rencontré des femmes aveugles qui mangeaient avec leurs doigts, qui étaient sales, mal habillées. Mes échanges avec elles m'ont bouleversée, m'ont interpellée, m'ont fait comprendre et décider que le combat à mener était là. Je découvrais enfin, me semble-t-il, le lieu de mon engagement. Je suis femme, je suis une personne handicapée, je suis une citoyenne à part entière. Mon handicap n'est pas mon identité, il est dû au hasard de la vie. Je veux citer Lucie Aubrac, lors du premier colloque de l'association que j'ai fondée. Je me permets de vous dire du haut de mes 91 ans à vous adultes, professionnels l'ES, qui êtes venus ES. Je vous dis que votre présence ici prouve que vous êtes des citoyennes et donc que vous êtes prêtes au combat et à la victoire. En effet, en 2003, année européenne des personnes handicapées, j'organisais avec mon mari et une poignée de copines le premier forum national consacré aux femmes handicapées, sur le thème « Femmes handicapées citoyennes ». 3 tables rondes sur femmes handicapées, maternité, emploi et vie quotidienne. 6 femmes à chaque table ronde avec une animatrice. 6 femmes singulières, d'âges différents, de professions diverses, de milieux sociaux multiples tout au long de la journée ont échangé, partagé leur expérience de vie. 1000 personnes, handicapées ou non, remplissaient la salle de l'Hôtel de Ville de Paris. On parlait de citoyenneté, de solidarité, de ténacité. À la fin de la journée, l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, nouvellement créée, comptait 250 adhérentes et adhérents. Le mot citoyenneté était lancé. Pour la première fois, un forum était organisé par des femmes handicapées, et les femmes handicapées y prenaient la parole, s'engageaient. Ce 25 novembre 2003 signe pour toujours l'engagement des femmes handicapées dans la vie citoyenne. Plus jamais nous ne lâcherons. Ce ne fut pas facile. Ces messieurs des conseils d'administration, des ministères, ne voyaient pas d'un bon œil une femme mobiliser tant de personnes de toutes professions, de tout milieu. Quelle journée! Avec ces 1000 personnes venant partager, découvrir les valeurs de la citoyenneté, dire haut et fort que nous luttons contre toute forme de discrimination, en particulier celle d'être femme et celle d'être handicapée. Ne plus vouloir accepter que les femmes handicapées soient considérées comme inférieures. Savoir revendiquer nos droits, exiger l'égalité des chances, aujourd'hui, poursuivre les engagements pris, ne jamais baisser les bras, dire et agir tous les jours pour la citoyenneté des femmes handicapées. Être engagé toujours et partout. Lutter contre les violences que subissent les femmes handicapées. Vous le savez sans doute, si 36% de femmes valides vivent des violences au cours de leur vie, ce sont 80% de femmes handicapées qui en subissent, c'est-à-dire 4 sur 5. Qui pourrait rester sans agir? Oui, je suis engagée pour la liberté, je me batte contre les injustices.
Mais le difficile à penser est qu'un grand nombre de nos concitoyens n'est pas dérangé par ces maltraitances, ces violences, cette précarité. Se battre pour la liberté de penser, de vivre, combattre toute forme d'injustice, vivre son quotidien dans la solidarité avec l'autre et savoir que chaque petit caillou posé sur le bord du chemin sera porté un peu plus loin. Il y a un an, personne ne parlait des violences envers les femmes handicapées. Aujourd'hui, à force d'avoir dénoncé ces violences en prenant la parole partout où j'ai pu la prendre, nos politiques, nos associations, les médias commencent à nous entendre. Je vous parle d'un temps. J'ai l'impression de parler comme une ancêtre d'un temps révolu, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et d'autres plus âgés. Il est vrai qu'aujourd'hui le terme d'engagement n'a pas la même résonance que dans mon histoire. Pourquoi ? Non, les jeunes ne sont pas moins généreux que de mon temps, c'est ridicule de le répéter. Mais le contexte sociétal a changé du tout au tout. J'observe que la mobilisation des citoyens se fait maintenant beaucoup plus dans l'émotion, dans l'affectif, encouragée en cela par le système médiatique, son immédiateté privilégiant ce ressort plutôt que la réflexion. Nous l'avons vu récemment avec « Je suis Charlie ». Les grandes causes ont besoin de télévision, de spectacles comme le Téléthon, et du coup les petites causes, celles du quotidien, de la vie en entreprise dans les quartiers, sont délaissées, peut-être même dévalorisées. L'engagement politique a pris, comme on dit, un coup dans l'aile, et recueille le scepticisme alors qu'il devrait mobiliser la citoyenneté. L'extrême droite populiste y est pour beaucoup, nous serinant, tous pourris. Les politiques aussi ont contribué à renforcer cette image négative par leur oubli fréquent de l'éthique citoyenne et républicaine. J'observe cependant à partir de mon vécu quotidien que l'univers associatif captive encore de nombreux jeunes et adultes. Le bénévolat n'est pas mort. Pourquoi ? Peut-être parce que l'engagement qu'il requiert a quelque chose d'immédiatement palpable, qu'il est à l'abri des injonctions idéologiques, de ce qui peut être ressenti comme de l'embrigadement. On peut penser loin des dogmes, du politiquement correct, l'on y trouve plus de convivialité qu'ailleurs. Je pense sincèrement que le monde associatif peut devenir le fer-main du renouveau social, citoyen. Je souhaite que ce soit vrai. Je l'espère ardemment. Je voudrais faire une autre remarque. Au début de cet article, je disais que l'engagement évoquait pour moi un acte individuel au sein d'un collectif. Or aujourd'hui, il me semble qu'il y a une confusion qui s'installe entre le collectif et le fusionnel. Ce n'est pas la même chose. Le fusionnel relève de l'affectif, de l'émotionnel, et tend à l'unicité, à la ressemblance. Nous ne faisons qu'un, que ce soit dans l'amour, dans un groupe, dans un rapport à une réalité comme la nature, ou dans le religieux, ne faire qu'un avec la divinité par exemple. Mais le collectif, lui, suppose le pluriel, c'est-à-dire le nombre, la diversité. Nous sommes nombreux à partager ce gâteau, cette opinion. S'engager personnellement, c'est prendre une place au sein d'un collectif, c'est y œuvrer d'une manière ou d'une autre, c'est chercher à modifier le groupe en agissant sur lui. C'est à l'opposé de l'idée de se fondre dans le groupe, de devenir une particule du collectif. Je pense qu'un certain nombre de jeunes, et de moins jeunes, voudraient justement fusionner avec un collectif au lieu de s'engager dans cette pluralité. La fusion entraîne un sentiment provisoire de sécurité, de bien-être, alors que l'engagement prend des risques, de confrontation, de conflit, de résistance, de lourdeur, d'inquiétude, etc. C'est sans doute plus difficile que de se fondre dans la masse, mais c'est tellement plus tonique. 7. Le handicap n'est pas mon identité. Octobre 2010. Quand les organisateurs de cette rencontre m'ont proposé d'intervenir, j'ai ressenti un certain embarras face au titre de ce colloque. Peut-on devenir adulte en institution ? Immédiatement, j'ai ressenti ce titre comme provocateur, déclenchant en moi une mini-colère. Une fois de plus, les personnes singulières seraient-elles stigmatisées ? Seraient-elles porteuses de cette différence et de cette monstruosité liée au handicap qui les empêcherait d'être des citoyennes à part entière ? L'histoire singulière de chacune leur enlèverait-elle la possibilité d'être adulte ? Je ne vais pas vous donner la définition de l'être adulte, vous pouvez la trouver dans le dictionnaire. Mais par contre, je reprendrai les mots d'Olivier Reboul qui montrent bien la discrimination que peut contenir la définition de l'adulte suivant les époques. Puis je m'attacherai à regarder avec vous l'identité de la personne singulière.
Le mot adulte n'est pas un terme technique, propre aux sciences humaines ou à la philosophie. Il appartient au langage commun et c'est à ce niveau qu'il faut d'abord le prendre et le comprendre. Maturité et majorité. Au premier abord, il signifie l'achèvement d'une croissance. Or cet achèvement lui-même s'exprime par deux mots qui ne sont pas synonymes, maturité et majorité. La maturité, concept biologique et par extension psychologique, signifie l'état d'un organisme qui a atteint son plein développement. Le signe le plus clair en est l'aptitude à la reproduction. La majorité, concept d'ordre juridique et social, est l'âge légal où l'on attribue à l'être humain l'entière responsabilité de ses actes ainsi que les droits qu'elle implique. Être majeur, c'est être homme ou femme à part entière, c'est pouvoir exercer les rôles essentiels à la vie sociale, dont les principaux sont le mariage, le métier, la citoyenneté, le plein usage de ses biens et pour l'homme, le service militaire. Il va de soi que l'âge de la maturité n'est pas toujours identique à la majorité. Dans nos sociétés industrielles, l'âge où l'on peut exercer un métier, l'âge de la production est nettement postérieur à celui de la reproduction, et Rousseau voyait déjà dans ce décalage une des grandes sources de nos misères. Quant à la maturité psychologique, cette sûreté de jugement qu'on n'acquiert que par une longue expérience, elle n'arrive que fort tard, parfois même jamais. Différents l'un de l'autre, ces deux concepts sont chacun relatifs. La maturité biologique varie avec les époques et les climats. Quant à la majorité, chaque civilisation et même chaque période de l'histoire la détermine à leur manière. Dans les sociétés archaïques, l'accès à l'état adulte ne va pas de soi. L'individu doit authentifier son changement d'âge par des rites de passage, épreuves douloureuses et dangereuses, qui symbolisent à la fois la mort de l'enfant et la naissance de l'homme. Si dans notre civilisation, les rites de passage, examen, initiation, service militaire, etc., sont moins précis, il reste que l'état adulte est déterminé par un code juridique ou moral. Comme le dit Philibert, l'échelle des âges n'est jamais un tapis roulant. Il faut passer à l'âge adulte, et ce passage n'est pas garanti pour tous également. Ainsi, dans les civilisations antiques, il semble qu'on est plus ou moins majeur selon la fonction sociale qu'on assume. Lorsque Platon affirme qu'il faut 50 ans pour faire un homme, cet homme fait se limite à la caste des gardiens philosophes. Les autres terminent leur éducation bien plus tôt et sont par là même moins adultes puisque n'ayant pas accès aux vertus supérieures, courage, sagesse, ils ne disposent pas de l'autorité qu'elles confèrent. Chez Aristote, le maître est plus adulte que l'esclave, le contemplateur que l'artisan, le sage que l'intempérant, le vieillard que le jeune homme, le mari que la femme. Notre civilisation a sans doute démocratisé le concept d'adulte, mais plus dans les institutions que dans les consciences. On entend souvent dire que les prolétaires ne sont pas mûrs, que les femmes ne sont pas majeures, que les indigènes sont de grands enfants. Le plus révoltant dans ce genre d'affirmation est la part de vérité qu'elle comporte. Une société qui traite toute une catégorie d'hommes en irresponsables peut se justifier ensuite en arguant de leur infantilisme. Et si tant d'opprimés s'avèrent finalement plus mûrs que leurs oppresseurs, ce n'est pas tant grâce à la société où ils vivent que contre elle. On perçoit bien que la notion d'adulte n'est pas objective, qu'elle dépend du regard de la société porté sur l'autre, du pouvoir exercé de la classe dominante. Que signifie être handicapé ? Quelle représentation en ont nos concitoyens ? Le mot handicap met en marche un imaginaire friand de représentations terrifiantes. La définition du mot handicap est connue. Je retiendrai ceci. Le cheval le plus fort était assujetti à porter un handicap, poids que l'on mettait sur lui afin que l'égalité des chances existe pour tous. C'est-à-dire que c'était le plus fort, le plus vigoureux, qui était doté d'un frein afin que lors de la course il soit dans la norme de l'ensemble. Cette définition du handicap est fort intéressante et nous l'avons perdue de vue. Aujourd'hui, la personne handicapée est la plus vulnérable, la plus fragile, et non la plus forte. Le handicap le plus souvent est assimilé à un moins et non à un plus, à un manque, à une absence et non à une différence riche de sens. Le handicap évoque la monstruosité, le laid, l'affreux, la folie. Il engendre le rejet, l'exclusion, l'enfermement. Le mot handicap résonne dans le silence des représentations et il évoque de la compassion, de la colère, de la tendresse, de l'exigence. Mais une personne handicapée peut-elle accéder au statut d'adulte ? Peut-elle devenir responsable de ses actes ? Je voudrais m'arrêter quelques instants pour envisager les choses autrement, me servir de deux mots riches de sens,
permettant une autre communication. Autrement capable. La personne handicapée est autrement capable de réaliser les actes de la vie quotidienne. Autrement capable mobilise l'imaginaire, l'inventivité, le possible. Autrement capable fait sortir des sentiers battus, des représentations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.